que tu es divorcé, divorcé. La voix est enfin dégagée, dégagée. Sur ton crâne luisant, une lueur, une lueur. Le plaisir sans fin, le bonheur, le bonheur. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Ah, laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Bezos. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Bezos. Bon. C'était long ou pas comme intro? C'était un peu long, hein. C'était un peu long. Mais j'avais un texto à envoyer, fallait que je serve mon café, enfin que des choses extraordinaires. Puis je vais remercier les gens, parce qu'il y a encore un train de la hype, dis donc. Il y a des gens à remercier du coup. C'est pas trop fort la zik là, j'ai encore la baisser un peu. En plus c'est pas très entraînant, on va peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus entraînant, hein. Parce que là, oui, j'ai pas mis le bon CD. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut mettre le CD 2, t'as raison, j'ai mis le CD, l'OST volume 1. J'aurais dû mettre des trucs plus péchus. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah oui, bon, je sais, tiens. Salaud. Voilà. Ce sera très bien. Ah bah non, faut que je mette ça là. Hop, faut que je mette OST, sinon on va pas s'en sortir. Et voilà. Ah bah non, tiens, je vais mettre le truc de... Voilà, je vais mettre le truc de chrono musique. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pour tout le monde ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Il y a des gens à Valérie remercier. Mais c'est excellent, vous avez des super jeux de mots aujourd'hui. Alors, merci Basile Bouli pour ton prime il y a 1 minute. Merci Jenny Sinage il y a 2 minutes pour le prime aussi. Merci Mafoulazou, déjà 2 ans de droite. Tu es fidèle, toi t'étais là avant, before it was cool. Merci Chenelessa. On se sent toujours en été ici, c'est parfait. Mais c'est ça, c'est l'idée. Non, l'idée c'est que j'ai pas changé le truc, alors que j'ai trop de trucs à faire pour changer les fonds un petit peu là, mais putain, je fais chaque chose après l'autre. Merci Night Sax, et on a terminé le niveau 2 du train. Voilà, je sais pas s'il faut, il y a des trucs de niveau. Merci Navin aussi. Merci Abby Elderson, c'était il y a 31 minutes, donc là j'ai remonté un peu. Merci Reddit Jabeux, il y a 56 minutes, et puis on est bon. Ishigani, il y a 1 heure, voilà, bon, on est dans la bonne fourchette de... attendez, je vais boire le café, puis ça ira mieux, parce que là j'ai bouffé. Oh, j'ai bouffé. Merci Little Gecko 83 aussi pour le sub. Voilà, je pense qu'on est reparti sur de bonnes bases. Hop. Voilà, donc, bon baiser du 93, mais toi aussi, bon baiser du 69. Vrai département, hein, c'est vraiment mon département, c'est pas une blague. Alors, au programme aujourd'hui, beaucoup de choses, gros, là, je vais me ménager un petit peu, tu vois, j'ai bien mangé avant pour pouvoir bien tenir longtemps, j'ai fait voilà la plâtrée de riz, voilà, j'ai fait voilà la plâtrée de riz avec, je me fais pas chier quand même, petit poisson pané Findus, je m'en suis fait 3, tu vois, rien à foutre, quoi. Eh ben merci, Night Sax. C'est pour expier le Amazon Prime, tu le claques ici quoi. Non, ça ne se refuse rien, je sais. Du riz thaï. Quel VOD les espions chinois. Bah hier j'ai proposé, parce que ici l'idée c'est toujours la même, c'est on
je vous propose quand même des articles et puis vous choisissez par lesquels je commence et tout. Je crois que l'anecdote des espions chinois elle est trop vieille pour être dans les replays, donc je vais essayer de revenir un petit peu sur les espions chinois de temps en temps, mais hier j'ai proposé un article sur les espions chinois en Belgique et personne n'était chaud, donc bon... Tant pis pour vous, vous en saurez rien sur les espions chinois. Salut Jules, ma sœur écrit son CV, tu penses pouvoir l'encourager? Bonne écriture de CV, ta sœur. La sœur à Mazridar, voilà. Je peux vous faire une dédicace de Thibaut InShape aussi, gratos, pendant que je suis là. Putain, c'est Fred qui fait bien Thibaut InShape. Bon, alors attendez, programme. Oui, hier il y avait plein de trucs, hein. Hier il y avait... on a lu plein d'articles, on a beaucoup parlé de McDo, donc ça va se faire ce soir. Ce soir, on va continuer à parler de McDo, mais on aura d'autant plus de choses à raconter que je serai en présence en distanciel évidemment, sur Zoom, on va se prendre sur Zoom, donc de l'autrice de l'article de Mediapart, de l'enquête de Mediapart, et puis de Myriam, qui est donc la porte-parole, la responsable de... La porte-parole, pas la responsable, la porte-parole de McDroit, pour le respect des droits des salariés à McDo. Donc on va pouvoir reparler de McDo et en parler bien, et puis on n'a pas de limite de temps, on se démarre à 20h, et puis si on a fini à 21h et qu'on a fait le tour de la question, ce qui est peu probable, on arrête là. Parce que c'est vrai que il y en a qui m'ont dit qu'avec Ariane Chemin, 1h c'était court. Bon bah... et ben on va faire un peu plus, puis d'autant plus que là on sera 3, donc ça serait bien. Super d'avoir fait ça aussi vite, mais tout va vite ici, tout va très vite. L'enquête est sortie hier, et je vous lirai le communiqué là, enfin on verra ça à 20h, parce que j'ai d'autres sujets. Déjà, il y a un Bourdin malin, cette fois-ci. Vous avez vu qui était l'invité de Bourdin ce matin? Non, je joue pas à Hades encore. Non mais j'ai peur d'aimer trop bien ça, et du coup de perdre du temps, je préfère bosser, voilà. Vous savez, moi je suis un bourreau de travail avant tout, hein, évidemment. Et puis, ce qui grave, ce qui me reste de vie sociale aussi, voilà. Et puis, ce sera après. Et tout va très vite ici. Donc, Hades est très bon, mais je sais que tout le monde trouve Hades très bon. Ton raid d'hier au top, c'était bien. Ah oui, vous avez raidé Elvire au rouge. C'est ça, et du coup vous avez parlé, enfin ça va pas durer très longtemps après, vous aviez raté le début, mais vous avez pu regarder le replay, au moins ça vous a orienté un petit peu sur le travail d'Elvire au rouge. Donc j'avais dit que je serais là-bas dans 2 semaines, apparemment je suis à la semaine prochaine, pour parler journalisme, nouveaux médias, journalisme d'opposition. Et Mario 35 alors? Ah bah je joue quand même un peu à Mario 35, mais justement j'ai des mauvais souvenirs de Mario 35 qui m'a vraiment littéralement fait perdre un après-midi de travail quoi. Donc ça fait chier, parce que j'aime bien travailler. Voilà. Donc oui, on va regarder Marine Le Pen chez... avec une question en tête, hein. Marine Le Pen chez Bourdin, avec une question en tête. Qu'est-ce qui distingue encore Marine Le Pen de Darmanin? C'est quoi la nuance entre un discours de Marine Le Pen et un discours de Marion Maréchal? Non, je pense qu'il y a quand même des trucs à dire. Merci Eldar31. Il y a quand même des trucs à dire pour voir quel est son positionnement, quelle va être sa stratégie pour la présidentielle. Non mais je supporte pas d'entendre Marine Le Pen, mais personne supporte d'entendre Marine Le Pen, mais c'est pas le problème. Ah bah non, si vous dites que c'est pas le même discours que Marion Maréchal, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Il faut rentrer faut faire de l'analyse un petit peu fine quand même de la fascisterie en chef là. Quels sont les éléments de langage? Oui, c'est ça. Know your enemy. Bah ouais, know d'autant plus your enemy qu'on a envie quand même d'appuyer sur les petites différences entre eux pour dire regardez, vous êtes même pas d'accord entre vous bouffez la gueule. Merci Adra38. Et alors je sais pas si je vous ai raconté pour le média. C'est pas seulement Marion est plus libérale, hein, mais... Oui, on peut faire des catégories très vite, mais souvent c'est un petit peu... Mais vous avez à peu près bon, hein, ceux qu'on dit la différence entre Marion et Marine Le Pen, vous avez à peu près bon. Bon, je sais pas si vous avez suivi, j'avais le média, j'avais parlé vite def dans ce live, comme je fais là. Là c'est avant de vous annoncer le sommaire, peut-être que je vous annonce le sommaire d'abord. Non, je vais d'abord raconter mon anecdote. D'abord je vous raconte mes anecdotes liées au live en général.
Jules, grâce à toi, je me suis rebellé dans mon entreprise, je suis devenu syndiqué. Eh bah c'est très bien ça. Bravo, félicitations. C'était dans chez Paul ce matin, elle a admis qu'elle renonçait à la retraite à 60 ans. Ah oui, oh putain, j'ai lu un papier en plus là-dessus. Bon, ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Parce qu'en plus, j'ai lu un papier là-dedans dans l'IB. Attends, je l'ai pas là, non, je sais plus. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Le média. J'avais lu l'article d'Arrêt sur Image de Loris Guémard pour comprendre un petit peu la situation à l'intérieur du média. Et étonnamment, là, je suis rentré dimanche pour faire mon montage d'OLG et tout. Et je vois que le stream consacré aux médias en fait a tourné avec des gens du média qui disent tiens, lui il donne son avis, il est pas partie prenante du truc, du coup c'est intéressant, ouais c'est ça, Denis Robert, machin. Enfin pas Denis Robert, mais d'autres gens. Et après j'avais des DM qui me disaient oui, je peux venir en parler sur ta chaîne, machin. Donc je me suis intéressé aux médias un petit peu plus. Je compte pas faire d'entretien Twitch en fait avec des gens du média parce que j'avais des deux côtés qui venaient me dire qu'ils voulaient bien parler en fait. Donc moi j'ai pas trop la culture de la baston, je leur ai pas proposé de faire un débat où ils se bouffent la gueule chez moi, tu vois, ça serait bizarre. Mais je leur ai dit bah peut-être je peux vous écouter l'un et l'autre, machin. Et puis en rentrant un petit peu dans le truc, en fait, en discutant avec Loris Guémard, qui avait fait l'article pour Arrêt sur Image, il m'a dit mec, mais tu mets les pieds là-dedans, mais c'est trop compliqué. Lui, il avait enquêté en fait dessus, et il m'a dit c'est très compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas partir dans ce délire de médiateur du tout. Merci à Aurélia 82, le médiateur de la gauchisterie. Non. Merci Failidius aussi pour ton deuxième mois. Donc je vais pas partir là-dedans, ni Octogone, ni pas chez toi sur Mediapart. Non, il était question de mon Twitch. Si t'avais parlé du média dans la matinale, oui, bah oui, ça m'étonne pas. Je suis en train d'envoyer ma lettre de résiliation aux médias, justement. Bon, de toute façon, ça m'a l'air mal engagé, leur truc, hein. Des news d'une interview de Lordon, mais il a jamais été question d'une interview de Lordon, en tout cas pas tant qu'on aura... qu'on rouvrira pas les lieux, voilà... Parce que Lordon avait dit à Bolchegeek, c'était Bolchegeek qui voulait l'avoir sur son stream, et Lordon avait dit à Bolchegeek, moi je fais pas les trucs sur internet là. Tu pourrais ouvrir l'union de la gauche. Bon, en tout cas, l'union aux médias, c'est pas tout de suite. Jules, grâce à toi, j'ai recadré une prof de SES sur la méritocratie. Bah, on va en parler aujourd'hui de la méritocratie. On va pas faire de débat tout de suite. Oui, je l'ai vu, la vidéo sur la chaîne de Denis Robert. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je vais parler un petit peu avec les acteurs un par un pour éventuellement vous refaire un topo sur ce qui se passe là-bas un petit peu plus tard. Parce qu'il va se passer encore des trucs, là, c'est pas fini, c'est pas du tout bouclé. Je crois que c'est bon, là, Denis Robert s'est fait virer. Mais au moins, je comprends un peu mieux la situation. Et j'ai discuté avec j'ai discuté déjà avec le journaliste qui couvrait le truc pour Arrêt sur Image. Bon, en gros, voilà. Si ça vous intéresse le média, du coup j'ai taffé la question. Je viens d'y passer le début d'après-midi en fait. Donc je suis calé pour le média. Mais bon, ça n'a pas l'air de vous intéresser plus que ça. Lordon, il a un melon énorme. Ah bon? S'il n'y a plus Denis Robert, il n'y a juste plus d'intérêt à le lire. Ça, après, vous allez voir avec eux. Hein. Non, bah je vous ferai un point média plus tard. En plus, faut que je discute aussi. Il y a une personne avec laquelle j'ai pas discuté, avec laquelle il faudrait que je discute pour vous faire un point vraiment complet. Genre un point complet. Par contre, tu vois, je trouverais ça assez peu confraternel de faire une vidéo, ouvrez les guillemets, dessus. Donc c'est bien, moi j'aime bien ce petit espace là, Twitch, ça me permet de traiter de trucs un peu plus à la cool et sans mettre les formes nécessairement, mais de trucs qui m'auraient pas mobilisé une semaine de OLG, voilà. Bon alors, merci Foued. Moi j'aime bien le point complet, c'est meilleur que le point demi, excellent. Excellent. Go un OLG approximatif sur le média. Merci Kant94. T'as vu l'émission de Cyril Hanouna sur le débat du Rassemblement National? Non, j'ai pas vu ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Cyril Hanouna, Rassemblement National? Je
Ils se prennent la tête sur quoi? Il fait débattre des gens du Rassemblement National entre eux? Je comprends pas. Tu vas pas faire un OLG sur le média où tu places les bourgeois? Ouais, non, ça va être compliqué, ouais. Balance ton poste. Ah, on est quel jour? Non, c'est le jeudi, balance ton poste, non? Donc c'était jeudi dernier? Ah oui, ou Moix dit qu'on doit essayer Le Pen. Oui. Bon, on va essayer d'élever le niveau. En tout cas, tiens, je vous fais le petit programme d'aujourd'hui. Merci, toucher rectal. Merci, toucher rectal, que j'ai vraiment lu au fur et à mesure le truc. Bon, bref. Bien, ouais-je. Salaud, merci, Crampy aussi. Et voici les articles que je vous propose cet après-midi avant le Bourdin Malin. Qu'on devrait faire à mon avis à 18h, donc on a une petite heure et demie là. Séparatisme, les cadres de EELV, ça c'est Libé, c'est rare, je vais prendre l'abonnement numérique à Libé. Moi j'aime bien le... Putain, pourquoi je veux pas soutenir Libé là? Enfin si, je veux bien. J'aime bien prendre Libé en papier, moi, pour me poser à une terrasse, c'est génial, c'est un quotidien, c'est-à-dire que tous les jours c'est différent, le jour où je sors et je prends un café en terrasse, bon là c'est un peu dead en ce moment, mais j'aime bien prendre Libé. Parce que tu peux plus tout lire que dans Le Monde, qui est plus gros, donc c'est pratique. Puis moi j'ai pas de smartphone, donc je vais pas regarder Mediapart à ma terrasse de trucs. Donc séparatisme, les cadres d'Europe Écologie Les Verts révoltés après leur entrevue hallucinante avec Gérald Darmanin. Le titre est bon, hein. Le titre est bon. Merci On Your Live. Le titre est bon parce que moi quand je lis hallucinante, j'ai envie de lire en quoi c'était hallucinant. De Étienne Baldi. Les ténors écolos dénoncent le mépris et l'hostilité du ministre de l'Intérieur à leur encontre au cours d'une discussion lundi sur le très décrié projet de loi de l'exécutif. Et je vous disais hier, Marine Le Pen aussi a eu le droit à son petit entretien avec Darmanin. Elle est ressortie en saluant un ministre très républicain. Voilà. Ensuite, Le Monde. La réforme des retraites, une équation insoluble pour le gouvernement. Alors j'ai vu réagir tout à l'heure dans le chat, vous étiez là en mode mais c'est pas fini la réforme des retraites, enfin il y a du nouveau. L'exécutif ne veut pas renoncer à sa réforme phare, mais le chantier est périlleux à mener d'ici la prochaine élection présidentielle. Donc voilà un article de Bertrand Bissuel, Raphaël Besse-Desmoulières et Olivier Faye. On lit souvent du Olivier Faye, mais il doit s'occuper de couvrir la majorité, ça doit être pour ça, enfin le gouvernement. Donc il y a tout un chantier parce que pour la majorité, il faut qu'ils puissent dire on l'a fait cette réforme, on l'a faite même, on a fait la réforme, donc revotez pour nous, vous voyez, c'est nous la droite, la vraie droite qui fait les réformes, là où les autres osent pas. Pour conquérir l'électorat de droite, il faut avoir fait cette réforme, et bon, c'est compliqué quand même un petit peu. Voilà. Et le fameux plan de relance européen est conditionné à cette réforme des retraites. Vous voyez, il est conditionné à des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. Ouais. Sans le temps qui arrive, le plan de réforme. Bref, le plan de relance. Éducation. Alors là, c'est un article que j'ai mis de côté pour poursuivre un petit peu les réflexions sur la méritocratie. Ou en tout cas, au moins les entamer avant qu'on parle de méritocratie chez McDo, par exemple, ce soir. Un article un peu vieux, enfin un peu vieux, il a un mois. Hein. Éducation, Macron continue d'entretenir l'illusion méritocratique. Le chef de l'État veut renouer avec l'égalité des chances, et ça fait écho aussi à l'épisode d'hier où je parlais de la naissance. Merci Tortue Passable, où je parlais du fait que quand la précarité revient, ce qui va vous sauver ou pas, c'est votre famille, hein, finalement. Donc dans ce pays de merde, c'est votre naissance. Le chef de l'État veut renouer avec l'égalité des chances. Dans son discours de Clermont-Ferrand, donc c'était il y a un mois, il a dit vouloir retrouver la sève du mérite. Or, cette notion a été déconstruite par les chercheurs qui la jugent peu pertinente et trop individualisante. Donc, c'est un petit peu Faiza qui nous fait un état de la science de où on en est sur la méritocratie, avec à mon avis des petites références de sociologues, de machin, tout ça, si vous voulez aller plus loin. Donc, ça me paraît un bon point. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein, merci Faiza Zerwala. La taxe Tobin fait son énième retour à Bruxelles par Ludovic Lamant, qui lui, je crois, s'occupe de tout ce qui est affaires européennes à Mediapart. Toujours sur Mediapart, du coup. Une majorité d'eurodéputés réclamant une taxe sur les transactions financières à partir de 2024 pour financer la relance, ou encore des mesures du Green Deal. Mais Paris continue de plaider pour une taxe à minima où les dérivés ne seraient pas taxés. Et c'est ça qui m'a paru intéressant.
Parce qu'hier on parlait de taxe GAFA, éventuellement, il y avait un article dans Le Monde qu'on n'a pas lu du coup, parce que vous n'avez pas voté pour. Mais du coup, c'est intéressant, c'est le rôle de la France là-dedans. Est-ce que la France elle pousse ou est-ce que la France elle freine des quatre fers? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas notre taxe Tobin? Donc la taxe Tobin, c'est un vieux projet très lié aussi à l'histoire de l'altermondialisme, attaque, etc. C'était un vieux projet de taxation des transactions financières pour financer les États. Voilà. Donc c'est un petit peu, ça permet de reparler de la taxe Tobin, voilà, et puis de voir le rôle de la France là-dedans. Barman et Tobin. Oh, ouais. Ouais. T'as rien loupé, Nico du Ghetto, on a juste fait le sommaire. Ça va être le moment de vous faire voter. Moi, je vais passer en mode casque. En plus, il y a du bordel dehors. Voilà, je vais vous faire voter pour les articles. Je vais vous les redire avant, hein, je vous les redis avant. Juste, je change un peu mon setup, que le son il sorte dans les oreilles et non pas dans les haut-parleurs. Voilà. Propriété. Oreille. Voilà. Amon Tobin. Amon Tobin, ça marche mieux déjà. Putain, j'ai l'impression que je suis pas réveillé. Non, je crois que je suis Je suis empâté par le riz et le poisson pané. J'ai pris trop de poisson pané, ça m'a... Où est-ce qu'on vote? On vote, t'inquiète, attends. Je redis les 4 articles. Puis je vais préparer, hop, la zik. Donc, OST. Tac. Donnez-moi 2 minutes, un petit peu, je me décrasse un peu le cerveau. Parce que là, j'ai la tête comme ça du truc du média, là. JPP, mon frère, JPP. Et puis je pense que je vous laisse à 19h, moi. Je vous laisse à 19h, comme ça j'ai 1 heure pour préparer concrètement l'entretien après sur McDo. Donc je vous répète, on va parler de McDo à 20h avec Khadija Zerwali qui a bossé sur l'enquête pour Mediapart et avec Myriam, porte-parole du collectif McDroit, qui défend les droits des salariés à McDo. On parle de ça du coup à 20h, le travail, le McDo. Très bien, bon. Ça c'est bon. Maintenant, les 4 articles que je vous propose, je vous les remets. Soit, non, je suis dans l'écran d'attente là, voilà. Soit on parle de la taxe Tobin qui fait son retour à Bruxelles et de la France qui freine des cas de fer. Soit on parle de la méritocratie, Macron continue d'entretenir l'illusion méritocratique, toujours un article de Mediapart. Ou alors on passe sur Le Monde et on regarde ce qu'ils vont nous faire avec leur réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont nous la faire? Comment ils vont nous la mettre, cette réforme? Ou alors on va parler séparatisme, ça c'est un article pas très long, les cadres d'Europe Écologie Les Verts révoltés après leur entrevue hallucinante avec Gérald Darmanin. Je vous fais le vote dans le chat, je sais pas comment on fait. Enfin je sais pas comment, si je sais comment on fait. Donc question, on commence par quoi? Darmanin, hallucinant, c'est hallucinant. Selon... Non, bah j'ai pas la place. EELV, je vais mettre, voilà. Sinon, réforme retraite. Sinon, méritocratie. Ou taxe Tobin. Je sens que la taxe Tobin va pas gagner parce que ça fait pas rêver comme sujet, c'est pas méga sexy. Déjà que, à moins que vous souhaitiez me faire mentir, déjà que hier ça a pas gagné non plus le truc de projet de taxe GAFAM. Ça vous intéresse pas les taxes, hein? Alors ça, les taxes, c'est pas votre truc, hein. L'économie, ça vous fait chier. Eh ben je vais pouvoir lancer les votes. Bon, pour voter, évidemment, c'est dans le chat, ça dure 1 minute. Et on commence.
Ils ont plus aucun scrupule à parler de djihadistes verts, voilà, de khmers verts, d'islamo gauchisme, je sais pas quoi. Ils en ont plus rien à foutre. Donc, bon, tu voyez, c'est bientôt fini. On va devoir refaire un deuxième vote. C'était un tout petit article. Par contre, vous avez vu, il me propose un article alléchant. Mélenchon, La République. C'est toujours lui ? C'est paru quand, ça ? C'est paru hier. Le problème, c'est que là, c'est pour les abonnés. Il va falloir que je m'abonne. Bref. Les frontistes étaient sortis absolument ravis de cette discussion d'1h40, lors de laquelle Gérald Darmanin avait pris le temps d'écouter ses interlocuteurs, mettant même au jour de nombreuses convergences de vues, selon Ravier. Il y a un article, hein, Macron et Darmanin séduisent Le Pen. Sur RTL hier, Marine Le Pen a salué les intuitions d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, regrettant simplement dans le discours présidentiel et le futur projet de loi un manque de mesures pour, attention surprise, stopper l'immigration. La présidente du parti d'extrême droite a dans la foulée été reçue par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, en compagnie du sénateur RN Stéphane Ravier, et les deux élus frontistes en sont sortis tout contents. Darmanin aurait pu tirer la gueule et nous expédier en 20 minutes, mais il a pris le temps d'écouter, se réjouit Ravier dans l'Opinion ce matin. Un rendez-vous qui a finalement duré 1h40 et a mis au jour de nombreuses convergences de vues, selon le même qui se félicite que Macron nomme l'ennemi et applaudit le chef de l'État sur le fond. Il faut un certain courage, personne n'était allé aussi loin. Pas ouf ce barrage à la réflexion. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, mais nous on vous le dit, puis vous nous écoutez pas, puis après vous faites ah bah merde, voilà. Non mais c'est zinzin quand même. Donc on n'a pas fini. Également consulté lundi, le président LR Christian Jacob semble lui aussi plutôt satisfait. Cela s'est passé correctement dans l'ensemble, estime un proche du député de Seine-et-Marne auprès de l'Opinion ce mardi matin, alors que les relations de l'ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy avec son ancien parti sont notoirement difficiles. Nous, on a eu le droit à 50 minutes extrêmement tendues, conclut Rigole. Ah ouais, pas 1h40, 50 minutes. La ligne de Darmanin, c'est donc de taper sur les écolos et embrasser le RN. Voilà qui promet pour le prochain rendez-vous des écolos avec le premier flic de France, prévu dans un mois à Beauvau, après la remise du texte de loi. Voilà, ça c'est extrait de Chez Paul, notre newsletter politique quotidienne réservée aux abonnés. Voilà la nouvelle newsletter politique de Libé, ils ont lancé ça en 2018 et en général il y a plein de ragots, il y a plein de petits trucs. Bon là c'était pas un article de fond, hein. Je pense que là le truc sur Mélenchon c'est déjà un peu plus un article de fond. C'est qui? C'est de Rachid Laïrech? Oui, c'est de Rachid Laïrech et Charlotte Belaïch. Longtemps ardent défenseur de l'univers. Oh, on en a parlé hier, la créolisation, machin. Non, on en a parlé hier. Donc non, ça vaut pas le coup. Voilà. Et c'est eux le rempart contre l'extrême droite. Ben c'est ça, c'est une fois devant les faits, on va pouvoir lancer un autre sondage. Hein. Non, on va partir sur c'est la méritocratie qui est arrivée deuxième. Ça, j'étais sûr que vous alliez choisir ça, moi. Je pensais que vous alliez plutôt choisir ça. Mais vous voyez alors vous voyez la méritocratie. Et re-sondage. Non, on fait méritocratie. Si tu devais conseiller 3 journaux, Mediapart, ouvrez les guillemets, et ce Twitch, bien entendu. C'est comme 3 journaux, c'est 3 médias, voilà, c'est pareil. Le mérite, je n'aime pas ça. Le mérite, ça me donne mal à la tête. On aurait choisi la méritocratie en bon bourdieusien. Alors, le monde diplo, arrêt sur image, vous dites quoi, vous? Même pas l'équipe. Abonnez-vous. Et moi. Voilà. Prenez tous les trucs où il y a moi. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bravo la diversité des médias. Non, mais je sais pas, 3 journaux. Bah, moi, les 3 journaux que je vais lire le plus, ouais, c'est Mediapart, Le Monde Libé, quoi. Le Monde Diplo, mais c'est une fois par mois, donc ça compte moins. Tu vois, et le Canard enchaîné. Bah, en fait, moi, je pourrais pas en choisir 3. Je t'en donne 5. Voilà, tu prends ceux-là, les 5. Mediapart, Libé, Le Monde Diplo, Canard enchaîné. Et j'ai dit quoi en dernier? Le Monde. Voilà. Bon. Mais c'est parce que j'ai le temps. Le Monde Libé, ah ouais, du lourd. Bah, je suis désolé, Le Monde Libé, c'est des putains de grosses
C'est des putains de grosses machines avec des journalistes qui connaissent leur boulot, quoi. Et qui savent faire du papier. Ça, y a pas à chier. Ils savent pisser du papier, hein. Et c'est souvent intéressant. Et c'est souvent très intéressant. Donc pas d'UMA, mais moi je lis pas l'UMA. Je trouve que... Mais après... c'est pas de ma faute, si tu veux. Je vais pas me forcer à lire l'UMA. Si l'UMA arrive pas à se rendre passionnant, c'est pas de ma faute. Pas Courrier International. Non mais Courrier International, ça compte pas. C'est une revue de presse. Merci Teenworks. C'est une revue de presse, hein. Vous savez, le Courrier International, ils prennent des articles des autres rédactions un petit peu partout dans le monde pour raconter le monde à partir d'un patchwork d'articles qui viennent d'un peu partout. Le Monde Diplo, soit, mais le Monde tout court, bah non, bah pareil, moi je trouve que c'est une grosse rédac. Voilà. C'est une grosse rédac avec des papiers, avec des révélations, etc. Tu ne lis pas Valeurs Actuelles? Non, j'essaie d'arrêter. Ah, Dars, il est venu dire de la merde. Ah non, non. Le Diplo, c'est très similaire à la ligne FI. Non, parce que j'ai cru que t'avais dit... J'ai cru que t'avais dit ça de manière péjorative. Mediapart rejoindra la presse libre. Gorafi, Guignol, Groland. Ah, ça commence que par des G, c'est rigolo. Pas Marianne, on n'est pas républicain? Non, pas... Enfin si, je suis créolisé, moi. Je suis la République créolisée, moi. La Croix, il y a des bonnes plumes. Oui, puis il y a même des bons angles. Hein. Mais on m'a demandé 5, on m'a pas demandé 10. Je suis désolé. Mais donc moi, je ne dis pas nécessairement lesquels je conseillerais à quelqu'un, finalement. J'ai juste dit ceux que moi, je lisais le plus. Et ceux qu'on va retrouver le plus souvent dans ces revues de presse, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, il va falloir que je prenne mon abonnement numérique à Libé pour pouvoir vous faire un peu plus de Libé. Parce que là, sinon, on retombe un peu toujours sur Le Monde et Mediapart. Un petit peu plus de Libé, ouais. Ballas, lundi matin, le vent se lève. Oui, mais c'est des... Ils font pas de l'actu, si tu veux. Ballas, lundi matin, le vent se lève, ils font de l'accompagnement de l'éditorial de l'actualité, si tu veux. Même s'il y a des super entretiens, même s'il y a des super papiers, c'est pas les sites sur lesquels tu vas pour savoir ce qui se passe, quoi. Quand il se passe un truc, mon premier réflexe, c'est pas d'aller regarder sur Ballas ce qu'ils en disent. C'est d'aller regarder sur Libération, sur Le Monde, sur Mediapart. Jospin Mag. Quand j'étais petit, je lisais Mon Quotidien, c'était chill. Oui, moi aussi, je lisais Mon Quotidien, figurez-vous. Ça m'a donné le goût du papier. Le goût du papier. Non mais voilà, vous avez plein de super titres de presse. De toute façon, l'important, c'est de lire la presse, c'est de l'acheter, aussi de la financer. Et abonnez-vous, et donc pas qu'à moi, pas qu'à Mediapart, abonnez-vous à tout le monde. Rébellion, oui, alors pareil, Rébellion, c'est pareil, enfin, on compare des trucs qui n'ont rien à voir, tu peux pas comparer la rédaction de Le Monde, la rédaction du Monde, et voilà, avec Rébellion. Tu lis les versions papier? Mais oui, je lis les versions papier, j'aime bien ça. J'ai un kink papier, voilà. Valeurs Actuelles aussi, non, j'ai pas. Non, mais de toute façon, j'aime pas la presse magazine. Presse magazine, c'est de la merde. Même, je suis souvent frustré, la presse magazine. J'ai essayé Politis, Regard, la presse magazine de gauche. Je sais pas, je trouve les trucs à la fois trop courts, trop longs. Y a pas, je sais pas, je me retrouve plus dans la presse quotidienne ou mensuelle avec Le Monde Diplo. Voilà. Ou hebdomadaire avec Le Canard, mais Le Canard c'est info, quoi. Je soutiens l'imprimerie, il fait tourner les rotos. Soutien à la CGT des métiers du livre et de l'impression. Le progrès c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment pas bien, hein. Mais il t'arrive de lire Society. Oui, c'est vrai, je dis j'aime pas les magazines, mais j'en ai... Society, je suis comme tout le monde, je lis ça l'été. Comme tout le monde. Quand je voyage, tu vois, tu le prends à la gare. Mais ça fait pas partie de mes habitudes. OCB papier. Mediapart en papier, bah, il y a la revue du Crieur, hein, la revue du Crieur qui est éditée par Mediapart, dans laquelle on retrouve des fois des articles, de Mediapart. C'est la rédaction de Mediapart qui s'occupe de la revue du Crieur. Donc si vous voulez du Mediapart papier, ça existe, hein, vous allez chez votre marchand de journaux, la revue du Crieur. J'aime bien Ouest France pour les infos locales. Ah oui, bah, je sais pas. Bah, ici, la presse locale, c'est pas ouf, hein.
À part le petit bulletin, mais c'est un truc culturel. Fakir, bah je lis pas Fakir, c'est vrai, je lis pas Fakir. Faire taper sur les doigts, hein, je lis pas l'image, je lis pas Fakir. Je suis carrément un social traître. Je suis quasiment un social traître. J'ai bossé dans le groupe Ebra, les mêmes que le Progrès, c'est pas top. Ah. Culturel, oui, mais apprenant. Ah oui, voilà, c'est ça. GQ. GQ, putain, j'ai jamais acheté de GQ, je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. T'es un bourgeois, je pense. Tu penses? Tu penses que c'est ça? Je suis un bourgeois ou un boomer? Je suis un peu un boomer. Je suis à la fois social traître et boomer. Le postillon à Chicago. C'est un truc de gauche, le postillon? Mais oui, je crois que c'est un truc de gauche, le postillon. Je crois que je les avais rencontrés. Enfin, il me semble que ça me dit quelque chose. Il me semble que ça me dit quelque chose. Un mondain, je dirais, mais je suis même pas un mondain. Vous voyez bien, je suis tout le temps là, à peu près. Je suis pas mondain, je suis à Lyon en plus. On peut pas être mondain à Lyon. Ouais, des fois, je fais des petites mondanités lyonnaises, mais vite def. Est-ce qu'il faut encore écouter Mermet malgré les vieilles casseroles? Mais écoutez Mermet, soutenez la presse, je sais pas. La Mouise, le magazine vendu par les SDF. Ah non, ça me dit rien, la Mouise. Front Populaire, Marianne Le Point. Bon, et les expos street art. Oui, non, mais oui, l'expo street art, là, pour le coup, c'était mondain. En fait, c'était même plus mondain que ce que je pensais. Je peux vous raconter vite fait. Hein. J'avais dit un soir que j'allais à une expo street art juste après, j'étais invité. Enfin, j'étais pas invité, j'étais invité par quelqu'un qui avait une invitation qui me disait tu viens avec moi. Et on m'invite pas au pince-fesses, moi, c'est pas vrai. Donc, du coup, j'y vais. Oui, quoi, prochain sujet, j'ai le droit de raconter ma life. Vous voulez des anecdotes ou vous voulez pas des anecdotes? Je raconte mes mondanités, j'essaie de les assumer. Et je suis arrivé là-bas, bah, comme tout le monde, personne regardait l'exposition, tout le monde avait tracé. Bon, j'étais arrivé un peu à la bourre à cause de vous, évidemment. Mais j'étais arrivé un peu à la bourre, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai tracé vers le buffet. Hein. Donc il y avait de l'alcool gratuit, et il y avait des politiques. Voilà, il y avait des politiques. Rien à foutre des anecdotes. Mais allez-vous-en si vous n'êtes pas content. Non mais c'est quoi ça? Comment ça se passe maintenant? Bon bah vous aurez pas mes anecdotes avec les politiques, vous avez voulu me vexer, vous m'avez vexé. Vous saurez pas qui j'ai vu, qu'est-ce que j'ai dit à quoi, pourquoi. Voilà, tant pis. Non, il n'y avait pas Gérard Collomb, Ça, il est simple conseiller municipal, il y avait des gens qui ont plus de pouvoir que Gérard Collomb, du coup. Donc on va passer à la méritocratie. Hop. Très bien, vous avez gagné. Non, vous voulez pas d'anecdote, J'ai compris. S'il n'y a pas d'espion chinois dedans, ça vous intéresse pas. Tant pis, non mais tant pis pour vous. C'est pas grave, faut faire un peu de suspense. Puis de toute façon, faut pas que je trahisse le off non plus, donc... voilà. Il y avait Doucet. Sors les bails. Voilà, le chat est en feu là, il voulait les anecdotes. Bah oui, je les ai teasées. Et ben vous les aurez pas. Voilà, vous les aurez pas. Tant pis. Enfin, il y avait du monde. Bref. Le chef de l'État. Allez, la méritocratie, là on se remet sur la méritocratie. Salaud. Merci monsieur Larbin pour le prime. Il va y avoir grève. Tu fais le jeu des extrêmes. Je me retire définitivement des anecdotes. Voilà, c'est ça. Si j'ai pas un plébiscite dans le chat, si j'ai une personne qui émet des réserves, je me vexe, je me mets en boule et je fais bah tant pis, vous aurez pas d'anecdotes, voilà. L'article, bon bah voilà, il y en a, ils viennent pour des vrais trucs, quoi, ils viennent pas pour mes anecdotes. Bon, boycott. Bah boycotter, bah voilà, laissez-moi tout seul avec mes articles et avec mes anecdotes. Donc le chef de l'État veut renouer. Alors ça c'est un article paru il y a un mois sur Mediapart, un article de Faiza Zerwala qui a suivi pendant longtemps, je sais pas si elle est encore dessus, mais je suis même pas sûr, je crois pas. L'éducation, elle suivait le milieu de l'éducation pour Mediapart. Et du coup, ce petit Macron a fait un discours à Clermont-Ferrand. Il a dit vouloir retrouver la sève du mérite. Or, cette notion a été déconstruite par les chercheurs qui la jugent un peu trop pertinente et un peu trop individualisante. Merci Gribitob. Merci Gribitob. Et donc la notion a été déconstruite. Très bien. J'espère que vous aussi, vous êtes bien déconstruits chez vous. Tout le monde a... Je veux personne de construit ici. Hein. On est d'accord. Ici, il faut être systématiquement déconstruit.
On est d'accord. Oh, l'anecdote. Bon, non, hop, j'arrête vraiment avec l'anecdote, c'est fini. Emmanuel Macron connaît ses classiques de droite. Il est décidé à montrer que l'hémisphère gauche de sa politique n'est pas totalement atrophié. Le président de la République a exposé le 8 septembre sa vision de l'égalité des chances. Résultat, il a décliné un pot pourri de toutes les vieilles recettes à la sauce méritocratique, censé aider les jeunes issus des familles les plus défavorisées à intégrer l'enseignement supérieur. En effet, le chef de l'État entend renforcer des dispositifs comme les cordées de la réussite ou les internats d'excellence avec toujours un unique fil rouge, le mérite. Et ce, même si cette notion a largement été déconstruite et que les chercheurs ont démontré à quel point elle reste un mythe. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est qu'au 19e siècle, quand il s'agissait pour la Troisième République notamment, de constituer une élite de la République, qui ne soit donc pas héréditaire, qui ne soit donc pas on s'arrange, on achète sa charge, enfin on reprend sa charge, machin, et qu'il s'agissait du coup de constituer notamment un corps de fonctionnaires, fonctionnels d'ailleurs, fallait des profs, vous savez, les fameux instituteurs de la Troisième République, etc. Fallait des profs, enfin fallait des instituts déjà dans un premier temps, et puis il fallait des fonctionnaires, et du coup, l'idée de la Troisième République, c'était vraiment de dire on s'en fout, on prend tout le monde, vous réussissez les concours, et si vous venez de classe laborieuse, si vos parents étaient paysans, on s'en fout, si vous réussissez le concours, vous montez, on vous prend. Ce qui était à l'époque relativement... ce qui était perçu comme en fait quelque chose de républicain, qui s'opposait au vieil ordre, où les charges se transmettaient. Et où, on copinait, et puis nos enfants, ils y prenaient notre place, et puis machin, il s'arrangeait, et machin, il prenait la place de trucs. Et donc la méritocratie vient de cette époque-là où on l'associe à la République, parce qu'à un moment, il y avait l'idée que la République avait pour responsabilité de prendre les meilleurs éléments des classes populaires et les faire monter. Et là, ils sont en train de revenir à cette vieille conception 19e siècle, tout en prétendant que c'est tout à fait républicain et égalitaire, ce que ça n'était pas. C'était un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais ça ne l'est pas non plus à donf. Aujourd'hui, on aspire à des élites un petit peu plus en phase avec... Merci Little Wormies. On aspire à des élites un petit peu plus en phase avec la société, et on voit bien que les élites se sont aussi constituées comme autonomes presque. Voilà, elles font leurs écoles, elles font leurs trucs. Alors, leur réponse, plutôt que de dire on va démanteler ce bordel, leur réponse c'est très souvent oui, mais... avec du mérite, si vous bossez dur, vous pouvez les intégrer, nous, ces élites. Vous pouvez nous rejoindre, venir bouffer avec nous, avoir les mêmes diplômes que nous, prendre les mêmes boulots que nous après derrière. Et donc, ils vont dire peut-être qu'il y a en effet pas assez des gens des classes populaires qui arrivent jusqu'aux grandes écoles, donc on va faire des passerelles. Voilà. Donc l'idée, c'est de pas changer l'ordre, mais vous vous doutez bien que quand vous prenez un gamin des classes populaires qui se fait chier à faire tout un parcours difficile pour monter jusqu'en haut, une fois en haut, il n'a pas envie qu'on déconstruise toute la pyramide. Vous comprenez la vertu aussi de ce truc-là. C'est de dire, regardez, on est ouvert, regardez, on a fait des quotas à Sciences Po, et on a fait, je sais pas, des passerelles pour l'ENA, et ben une fois que t'es arrivé à l'ENA, t'as plus envie qu'on supprime l'ENA. Enfin, ça arrive, il y en a qui ont envie. Mais une fois qu'on arrive à l'ENA, t'es fondé à te dire que cette élite, elle est pas là pour rien. D'autant plus que toi, t'as bossé dur. Donc on va pas foutre en l'air l'élite. Donc ça crée des éléments, ça extrait en effet des éléments des classes populaires, mais qui viennent légitimer en fait l'ordre ambiant. Ils viennent le légitimer, d'autant plus qu'ils s'en sont sortis eux. Donc ça marche vachement bien. Ça entretient le mythe de l'ascenseur social, c'est ça. D'ailleurs, attendez, je vais vous chercher, on va écouter ensemble un extrait d'Elisabeth Moreno ce matin sur France Inter qui parle de ça. Elle parle de ça et on va le mettre en perspective avec l'article juste après. Alors attendez, je cherche ça. J'ai vu passer sur Twitter, on va forcément le retrouver. Elisabeth Moreno, alors je sais plus ce que c'est sa charge à elle. Elle est à quel... ils l'ont foutu à quel poste? Ah, elle l'a pas relayé, elle, sur son Twitter. Hein. Si. Elle l'a relayé. Cette haine à l'égard des LGBT... Non, elle a pas relayé le passage où elle parle de la méritocratie, justement. Où est-ce que je vais trouver ça? Sur le compte de France Inter, sans doute. Évidemment. Voilà, France Inter. On remonte un petit peu. Ah bah oui, ça tweet, un compte de radio là.
À moins que ce soit hier, parce que là je vois Piolle là. Merde. Encore Piolle? Ah non, elle est là, elle est là. Alors elle défend un peu Alice Coffin, d'accord. Donc Elisabeth Moreno qui est ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, d'accord. Donc c'est la ministre spé-diversité quoi. L'ascenseur social, voilà, très bien, j'ai retrouvé l'extrait, je vais pouvoir vous le mettre. Tac, voilà. Et évidemment quand quelqu'un réussit, il est tout à fait disposé à dire que quand on veut, on peut, quoi. Merci Kikirit, merci Gema93, quoi, il y a des mythes dans les ascenseurs sociaux, au secours. Merci Gema93. Et voilà, je crois que j'ai raté de ça. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va parler d'Alice Coffin dans OLG? Bah pourquoi pas. L'ascenseur social qui est quand même bien enrayé en France marche encore? Je pense que mon parcours démontre que l'ascenseur social fonctionne encore en France. Certains peuvent dire qu'il est en panne, mais il reste les escaliers. Et tout est possible finalement. Vous avez pris les... Tout est possible, il reste les escaliers. C'est chaud ce qu'elle dit quand même. Hein. Mais c'est exactement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça quand je pensais à l'exemple de finalement ceux qui ont réussi dans ce système-là, ils vont le défendre. Je trouve qu'Elisabeth Moreno c'est un super exemple quoi. Elle est capable de dire qu'il y a des problèmes. Oui, en effet, c'est pas ouf, il est peut-être en panne, mais on peut prendre les escaliers. Voilà, on reste sur un quand on veut, on peut. Et vas-y Léa Salamé, défonce-la. Escalier, vous avez pris l'ascenseur? Ah, moi j'ai pris l'escalier, j'ai monté pas à pas et marche après marche. Je pense que c'est la meilleure manière finalement d'apprécier le voyage. Et puis finalement, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui sont faites en France, notamment dans la partie éducation, où vous avez vu ce que Jean-Michel Blanquer a fait en dédoublant notamment les classes pour donner aux enfants issus des quartiers un peu plus défavorisés la possibilité d'étudier et d'avancer dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en France, mais qui sont très peu connues. Et mon ambition, c'est de les faire connaître et les faire savoir pour que chacun ait la chance de réussir, justement. On voit d'ailleurs, selon les études, qu'en général, ça se joue... la réussite scolaire ou pas se joue bien avant le collège, en fait. Et que quand tu arrives au collège, tu peux faire des ponts après pour aller du lycée général vers les grandes écoles, mais il y a déjà eu un tri considérable. Tout le monde n'est pas arrivé jusqu'au lycée général, loin de là. Vous connaissez sans doute les chiffres, hein, c'est 50% des enfants d'ouvriers seulement qui ont un bac, et ça compte les bacs pro. Donc moins de 50% des enfants d'ouvriers ont un bac général. Emmanuel Macron connaît ses classiques de droite, bon ça on l'a déjà lu. Ces gens méritent des claques, oui. C'est pas la preuve, c'est l'exception, bah, c'est la caution, oui. En visite dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand, le chef de l'État a clamé ne pas vouloir oublier la jeunesse, surtout en période de crise sociale due à la crise sanitaire, mais pas à n'importe quel prix. Je veux retrouver la sève du mérite, a-t-il exhorté, pour que chacun ait la place qui lui revient, en fonction de son mérite, pas de ses origines. Merci Gema93. Merci Stit, pardon. Et si les escaliers tombent en panne, il y a quelqu'un dans le chat qui disait... il faut grimper la façade façon Spider-Man. Ils vont toujours nous dire non mais il y a des trucs à faire. Au pire vous étiez là à laver les vitres et bah vous essayez de rentrer par la fenêtre. Voilà, je sais pas. Donc ça c'était un des grands trucs des libéraux, hein, c'était un des grands trucs de Macron, c'est moi je ne veux pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit assigné à résidence. Mais c'est un petit peu comme hier, on parlait du fait que tu peux avoir une politique antiraciste claire, une politique contre le sexisme claire, qu'à partir du moment où tu le vois déjà, le sexisme ou le racisme, que tu acceptes de voir les discriminations. Ensuite, tu peux dire, voilà, là on va faire quelque chose. Nos dirigeants n'acceptent pas de voir. Ils ne reconnaissent pas les choses telles qu'elles sont. On parlait hier de poser les choses sur la table déjà, et puis après on discute. Là, ils acceptent pas de voir qu'il y a que le système est déjà profondément inégalitaire en fonction de ses origines et je sais pas quoi. Donc ils sont dans la théorie. Ils sont dans le monde merveilleux de la théorie dans lequel tout se passe bien en général. En théorie, en effet, un enfant d'ouvrier peut devenir énarque. En théorie. Sauf que nous, on est en France, donc c'est plus compliqué. Retrouvant ses accents de campagne pendant lesquels il avait promis de combattre l'assignation à résidence, voilà c'était ça, l'assignation à résidence, le président a déjà expliqué quelques jours plus tôt au Panthéon que l'égalité des chances n'est pas encore effective aujourd'hui dans notre République. Ah, merci. Merci, c'est gentil.
C'est peu de le dire. L'OCDE a pointé dans un rapport en 2018 la France comme un pays dans lequel la mobilité sociale est figée. Les études comme celle de PISA, lire ici, là ou encore là, ou du CNESTCO, ici ou là, se succèdent elles aussi pour rappeler à quel point les déterminismes sociaux et raciaux pèsent dans la réussite ou l'échec des enfants français. Le gouvernement ne fait pas montre d'un activisme débordant pour rectifier la situation, en dehors d'un rapport rendu public l'automne dernier, où, ça j'aime bien aussi, donc ils reconnaissent quand même qu'il y a un problème, parce que même Moreno a dit bon ok l'ascenseur est en panne, l'égalité des chances n'est pas encore effective, j'aime bien le encore, comme si elle allait l'être là à la fin de ton mandat, vu que tu fais rien, non c'est sûr, ça va pas changer grand chose. Ouais, non, l'idée que... Bon, ils reconnaissent un petit peu le problème, mais alors c'est tout à fait vivable, en fait, comme problème, pour eux. Pourquoi ça les torturerait ? Ça va aller pour... C'est ce que je disais aussi hier, hein. Tant que ça va pour eux, que ça va pour leurs enfants et que ça va pour leurs potes, ils vont pas plonger les mains dedans, quoi. C'est très, 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 très bien start-upper. Le gouvernement ne fait pas montre d'un activisme débordant pour rectifier la situation. En dehors d'un rapport rendu public l'automne dernier et dont les traductions effectives se font attendre, l'éducation prioritaire, même s'il faut relever la nomination d'une secrétaire d'État dédiée à la question lors du dernier remaniement, n'apparaît pas comme une priorité. On fait des trucs pour la forme, pour dire qu'on fait quelque chose, quoi. Puis parce que ça va dans le logiciel des libéraux, théoriquement, dans leur logiciel théorique, il faut que ceux qui méritent puissent... c'est dans leur matrice idéologique. Donc ils sont censés essayer de montrer qu'ils font un peu quelque chose. Merci Corsen pour ton abonnement. Donc tout au long de ce discours se voulant volontariste, le président de la République... Ah, c'est celui où il s'était soi-disant étouffé dans son masque. Oui, c'était celui-là. Mais c'est vrai que tout le monde avait noté qu'il s'était étouffé dans son masque et personne n'avait écouté ce qu'il a dit. Donc là, on revient sur ce qu'il a dit. Tout au long de ce discours se voulant volontariste, le président de la République a plaidé pour qu'une émulation se fasse et que tous les jeunes de milieux populaires puissent avoir accès à l'excellence, à tout ce que la République peut offrir de mieux. Ça, c'est horrible, hein, ces discours sur l'excellence. L'excellence. C'est-à-dire, le but, moi je veux pas de l'excellence, je voudrais que tout le monde ait déjà les bases, hein, tu vois. En gros, leur discours en général, c'est l'excellence pour le plus de monde possible, et pour les autres, ce sera lire, écrire, compter. Voilà, c'est un beau système à 2 vitesses, ça s'appelle. Donc lui, il dit, il va falloir ouvrir un petit peu l'excellence. Merde, c'était ma carte SD. C'est les tournages de... Bon, je vais pas vous montrer les tournages d'OLG. Je vais virer la carte SD. L'émulation faciale. Non, voilà, c'est-à-dire l'excellence pour les uns et éventuellement ouvrir quelques ponts vers les filières d'excellence pour quelques pauvres. Mais sinon, voilà, pour le reste, ça va être la médiocrité, c'est pas grave. Mais ça fait très peur, moi, j'aime pas les discours sur l'excellence. Donc tout au long de ce discours se voulant volontaire, puisse avoir accès à l'excellence, à tout ce que la République peut offrir de mieux, car il s'agit selon lui d'une aberration de ne pas valoriser le potentiel de chacun. Bah là c'est pas l'excellence, là c'est que... Je veux dire, l'excellence pour tous, c'est plus de l'excellence. C'est... Annabelle Alouche, maître de conférences en sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne, et auteur de La Société du concours, l'empire des classements scolaires aux éditions du Seuil, où elle interroge « L'habillage méritocratique de notre société n'est pas surprise de la tonalité de cette prise de parole. » Elle considère qu'Emmanuel Macron conforte ainsi une vision libérale de l'égalité et de la justice sociale, cohérente avec Parcoursup et tous les dispositifs de sélection individuelle mis en œuvre par le gouvernement depuis 3 ans. En fait, je pense que tous les chercheurs là, qui vont succéder, ils vont dire ce que j'essaie de dire en mieux. Donc je vais arrêter de faire des commentaires qui seraient un peu de l'ardite. On va essayer d'avancer dans l'article. Il est intéressant politiquement de voir que depuis 1 an, l'État essaie de reprendre la main sur ces questions d'ouverture sociale. Mais toujours, donc vous notez, depuis 1 an, ça veut dire depuis réforme des retraites, crise gilets jaunes, enfin depuis que ça secoue un peu, quoi. Mais toujours avec cette lecture des aspirations scolaires fondées sur l'individu et non pas sur un projet de société. Vous voyez, on ne remet pas en cause la pyramide. On dit les individus peuvent éventuellement monter jusqu'en haut de la pyramide. On n'aide que ceux qu'on repère. On valorise la lecture individuelle fondée sur le plaisir qu'on a de lire les histoires qui cachent la forêt des inégalités structurelles. Tout repose par ailleurs sur l'idéologie du don, pointe la sociologue Annabelle Alouche. Comme si le potentiel relevait de quelque chose qu'il y aurait à l'intérieur de chacun. C'est une vision très naturalisante avec cette idée de sève du mérite, fondée sur l'idée que l'intelligence existe. Les résultats scolaires dépendent d'un rapport socialement situé qui dépend, lui, d'un ensemble de facteurs. L'idéologie du mérite, extrêmement ancienne, infuse ici, quand bien même elle n'a aucune valeur et rien d'inédit.
Donc vous voyez, évidemment, c'est à la République de repérer les enfants doués. Mais alors pourquoi ? C'est pas à elle de se demander pourquoi ils sont doués. Et tiens, étonnamment, les enfants doués, c'est toujours les enfants des mêmes parents. Et c'est toujours eux qui ont les bons résultats. Ils sont peut-être tous doués. Peut-être que les débiles font des débiles et les malins font des malins, etc. Seulement, pas de bol, des fois, dans les milieux défavorisés, il y a des gamins qui s'avèrent être plutôt vifs, curieux et finalement assez doués à l'école. Ça arrive. Mais doués à l'école, ça suppose un certain nombre de dispositions. Par exemple, on sait que les garçons ont, à partir notamment de l'adolescence, une disposition à se soumettre à l'autorité qui est bien moindre que celle des filles. Et ça se retrouve dans les résultats à la fac, après. Donc le dressage des garçons doit être d'autant plus fort si vous voulez que votre garçon réussisse ses études supérieures après le bac. Le dressage doit être d'autant plus fort parce qu'on est moins disposé tout simplement à obéir à l'autorité. Là où les femmes sont disposées à être beaucoup plus dociles parce qu'on les éduque comme ça depuis toute petite. Tout repose par ailleurs, donc l'idéologie du don. Donc vous voyez, voilà, c'est pas un don d'être scolaire, c'est un ensemble de dispositions. Donc lui, elle dit un ensemble de facteurs. Oui, parce qu'il n'y a pas que les dispositions. Les facteurs, c'est par exemple, est-ce que tu peux faire tes devoirs chez toi, dans le calme ? L'exemple, on prend toujours, c'est que quand tu es enfant d'une mère célibataire, que tu as 4 frères et sœurs, et que ta mère elle rentre qu'à 18h, et que c'est toi qui dois aller chercher les gamins à l'école, leur faire de leurs devoirs à eux, leur donner le goûter, et qu'après seulement ta mère arrive, et puis tu fais la bouffe parce qu'elle est épuisée aussi elle-même. Bon. T'as peut-être beau avoir des bonnes dispositions pour apprendre et écouter bien à l'école, il y a un certain nombre de facteurs qui sont pas tout à fait remplis. L'idéologie du mérite extrêmement ancienne infuse ici, quand bien même elle n'a aucune valeur et rien d'inédit. Cette prise de parole présidentielle est digne des grandes heures de la droite au pouvoir. En effet, pour tenter de contrecarrer les déterminismes sociaux, le président a choisi de piocher dans la besace sarkozyste et de renforcer des dispositifs préexistants lancés à l'époque. Il a promis cette nouvelle cordée de la réussite. Nous allons la passer de 80 000 aujourd'hui à 200 000. Avec ce système de bourse, avec le renforcement des moyens que nous allons mettre en place pour permettre, dès la 4e, à l'ensemble des enseignants de repérer les talents et de les emmener jusqu'à l'après-baccalauréat. Donc vous voyez, les talents, toujours, les talents. Lancé en novembre 2008 par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la secrétaire d'État en charge de la politique de la ville, les cordées de la réussite visent à introduire une plus grande équité sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur. Les bénéficiaires de ces cordées se voient attribuer un parrain poursuivant des études dans le supérieur qui fera office de tuteur. Il pourra proposer de l'aide aux devoirs, à l'orientation, et servir aussi de guide pour des sorties culturelles, une manière pour ces jeunes d'acquérir les codes et de se créer un réseau. Donc, encore une fois, une manière aussi pour l'État de reconnaître que l'école ne fait pas ce travail avec les moyens qu'elle a, avec le personnel qu'elle a. Non, on est obligé d'aller emmerder des étudiants qui ont peut-être autre chose à foutre. Enfin bon, bref. L'emmener vers l'après-baccalauréat, c'est-à-dire Pôle emploi. Avant de passer à la deuxième page, petite pause pissou en ce qui me concerne. Vite def, faut que je ferme la fenêtre, faut que j'aille faire pipi. Il est quelle heure ? 17h23. On va finir ça... On va avoir le temps de finir ça. Avant 18h. J'ai dit que j'arrêtais à 18... Non, j'ai dit que j'arrêtais à 19h. Bah non, on est large, c'est bon, je fais ma pause pipi. Salaud. Merci Warrior Ban pour ton 3e mois. J'espère que tu t'es lavé les mains. Oui, je me suis lavé les mains. Je sens bon. Emmanuel Macron a aussi confirmé que le nombre d'internats d'excellence destinés à aider les jeunes des classes défavorisées ou habitant loin des établissements scolaires passerait de un peu moins d'une quarantaine actuellement à 1 par département, soit une centaine d'ici à la rentrée 2022. Les internats d'excellence, projet emblématique de Sarkozy, lancé en 2009, et censé donner une coloration sociale à son action éducative, propose d'extraire les élèves méritants des quartiers populaires. Merci Will Pietrac. Extraire les élèves méritants des quartiers populaires pour leur permettre de bénéficier de conditions d'apprentissage optimales. Cette vitrine de la politique sociale n'a cessé d'être mise en avant par la rue de Grenelle à l'époque. À eux seuls, ils devaient marquer le retour du volontarisme républicain au service de la méritocratie. Seulement, leur évaluation par l'inspection générale dans un rapport daté de juin 2011 souligne le coût exorbitant du dispositif rendu possible par un portage politique au plus haut niveau de l'État.
Le rapport s'interroge sans détour sur le bien fondé même du dispositif dont il décrit les limites intrinsèques qui en font une réponse partielle à un besoin plus global. Bah oui, c'est-à-dire que si le système scolaire globalement est défaillant et produit des inégalités, c'est pas en créant une nouvelle couche de différenciation avec des filières qui coûtent encore plus cher, parce que ce qu'on reproche aussi du coup au système scolaire, c'est que c'est aussi la disparité des moyens d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, aussi le manque de moyens, le manque de profs, machin, tout ça. C'est pas en créant des établissements d'excellence à côté, même si l'internat ça peut être une idée, hein, extraire les gens de leur milieu social, je veux dire c'est quelque chose qui a fait ses preuves, ça marche. Mais si en plus ça coûte plein de pognon pour juste produire très peu d'élèves chaque année, mais que ça, en fait ça sert juste de vitrine pour dire regardez on fait quelque chose, le système est tellement merdique qu'on propose à certains gamins d'en sortir. Waouh! Mais vous êtes trop sympa. Vous voulez pas s'attaquer au système? Vous voulez pas vous attaquer au système merdique plutôt? Donc, malgré justement l'ampleur des moyens mobilisés, un soutien politique du plus haut niveau de l'État, les résultats observés sur le terrain sont plus que décevants. L'Institut des politiques publiques a aussi voulu évaluer leur efficacité. Lire le rapport ici. 4 économistes ont suivi durant 2 ans 258 élèves admis à l'internat d'excellence de Sourdin, Seine-et-Marne, en 2009 et 2010. Et 137 élèves qui, faute d'y avoir trouvé une place, sont scolarisés dans les collèges et les lycées de leur secteur. La conclusion est la suivante. Au bout de 2 ans, les élèves de Sourdin n'ont pas plus progressé en français que ceux du groupe témoin, alors qu'en mathématiques, ils sont loin devant. Une efficacité certes, mais partielle, et trop légère au regard de l'investissement. Alice Pavy, doctorante en sociologie au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, l'EST, travaille sur une thèse provisoirement baptisée « Le marché de l'égalité des chances, externalisation et division du travail autour des dispositifs d'ouverture sociale » et confirme que ces dispositifs ne sont pas régulièrement évalués, ici pour les cordées de la réussite, et qu'on sait mal ce qui s'y passe. C'est quoi ici pour les cordées de la réussite? Oh, les cordées de la réussite à l'épreuve de leur généralisation, observation problématique et préconisation, un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, à monsieur le ministre. Et alors ils disent c'est bien, ça date de quand? 2011. Ouais, donc c'est un peu old. Bon, il y en a des rapports, mais apparemment pas assez, on sait mal ce qui s'y passe. Il est donc difficile de déterminer leur efficacité et leur poids... je vais boire un coup. Vous prenez dans le chat, vous prenez la tête dans le chat. Donc, Alice Pavy, il est donc difficile de déterminer, à cause du manque d'évaluation, du coup, leur efficacité et leur poids réel dans la lutte contre les inégalités scolaires. Pour ce faire, il faudrait se livrer à un suivi de cohorte des élèves impliqués dans ces dispositifs et de ceux, au contraire, qui ne bénéficient pas de coups de pouce mais qui possèdent les mêmes caractéristiques que les premiers. Le groupe témoin, il faut qu'il ressemble à l'autre groupe. Car actuellement, les critères de comparaison ne sont pas valables. Alice Pavy considère aussi que ces dispositifs d'égalité des chances sont difficiles à critiquer car les jeunes font des sorties, on s'occupe d'eux, c'est super. Ah oui. Ils sont difficiles à critiquer parce qu'ils sont positifs et les gamins qui sont dedans sont mieux que s'ils étaient dans le public là où ils devaient aller, quoi. Mais ils interrogent. La chercheuse pense que la question la plus importante reste comment on choisit ces élèves qui sont sursélectionnés. Il y a une logique de sélection toujours plus précoce, dès le collège désormais. On retient les meilleurs élèves selon leurs notes et selon leur attitude. Selon la notion vague de mérite et de potentiel, on donne à ceux qui méritent avec le sous-entendu que les autres ne méritent pas. On parle d'obstacles liés au milieu familial, d'autocensure, de non-maîtrise des codes, avec cette idée que le problème se situe du côté du jeune et de sa famille. C'est bien l'idée des internats d'excellence. Il s'agit avant tout d'extraire l'élève de son milieu familial. Oui, c'est-à-dire, dans le sens où c'est sa famille qui pose problème. Et si on reprend l'image tout à l'heure de la mère célibataire qui rentre à 18h, le premier niveau de lecture, c'est de dire sa famille pose problème. Le problème, c'est que dans cette société, une mère célibataire qui est obligée de bosser jusqu'à 18h n'a pas de solution alternative, de garde collective, de machin. C'est toute la société qui est responsable du fait qu'une mère soit pas disponible pour ses enfants. Parce qu'elle travaille, parce qu'il faut qu'elle gagne sa life et qu'elle a pas pu aménager ses horaires. Et encore, je dis 18h. Imaginez, les femmes de ménage, elle fait des ménages tôt le matin, tard le soir.
Vous voyez, ce genre de truc, voilà, c'est derrière, c'est pas la famille qui est responsable, c'est qui les crée, ces familles-là. Qui les crée, qui les entretient, qui ne les aide pas aussi. Donc, oui, c'est intéressant. Interrogé par Mediapart sur cette question en 2017, Jean-Michel Blanquer soutenait encore et toujours cette mesure. Il expliquait « Si vous voulez combattre les inégalités sociales, c'est la solution maximale, car vous agissez par ce biais sur les facteurs extrascolaires. » Donc l'internat. D'ailleurs, c'était une réponse très Troisième République. Hein. Troisième République, l'idée c'était justement... c'est une vieille solution en fait. Hein. C'était justement d'extraire les gamins tôt du milieu social pour les emmener en internat. C'est une réponse concrète. Il s'est écrit beaucoup de choses fausses dessus, comme leur coût trop important, comme s'il ne fallait pas dépenser autant pour des enfants pauvres. Ah là là, ah le bâtard. Le bâtard, t'as vu comment il retourne ça? On dit ouais, ça coûte cher pour ce que c'est efficace. Et lui il retourne, il fait ah, on me dit qu'il faut pas dépenser d'argent pour les pauvres? Ah bah si vous voulez je coupe tout. Quel bâtard. C'est une mesure Robin des Bois, à destination des enfants de banlieue et de la France périphérique. Ouais. C'est aussi une mesure progressiste. Nous n'avons pas pris les meilleurs élèves seulement non plus. Il y a parmi eux des décrocheurs. Cette expérience a donné lieu à des histoires de vie magnifiques. Oui, bah c'est bien. Attention les insultes entre vous. Vous êtes méchants entre vous là? Et si pour réduire les inégalités, on donnait directement du pognon aux classes populaires? Bah ouais, et puis des meilleurs logements, et puis plus de pognon aussi à leurs profs, et puis des meilleurs profs, et puis des meilleurs établissements, etc. Ah, il y a plein d'autres solutions, hein. Comme quoi, c'est fou. En effet, sur le plan individuel, il peut être de prime abord... Bah, c'est aussi pour ça que c'est une super mesure de com. Hein. Donc du coup, vous avez suivi, hein, c'est Sarkozy qui parle là-dessus, sur ses internats d'excellence, et ensuite il peut communiquer dessus, et derrière, Blanquer, il peut communiquer sur le fait que, regardez, on va prendre le petit Timéo, regardez, hein, on t'a sorti du truc, là, ça va pour toi? Et il fait, oui, aujourd'hui j'ai un bac littéraire, oui, très bien. J'ai un bac S. Parce que littéraire c'est moins bien quand même. Donc après tu peux faire un truc où tu racontes des histoires quoi. Donc niveau com c'est super. En effet sur le plan individuel il peut être de prime abord réjouissant de voir ces parcours émerger et ces jeunes de quartier et milieux défavorisés contrecarrer les statistiques de l'échec. Une partie de la presse reste friande de ces récits de transfuges de classe. Tout imparfaite que soit cette notion, comme le sociologue Jules Naudet l'explique très bien dans cet article. Ah, la notion de transfuge de classe, ça m'intéresse. La vie des idées, les mots de la mobilité. À propos de Gérard Bras et Chantal Jacquet, donc qui a écrit La fabrique des transclasses. Ah, ça m'intéresse aussi, tiens. Transfuge, transclasse, la parution d'un ouvrage interdisciplinaire relève la difficulté à stabiliser un vocabulaire consensuel pour décrire et penser ce qui se joue dans le passage d'une classe sociale à l'autre. Oh, tiens, on va peut-être le laisser de côté. Oui, ça m'intéresse. Donc, très bien. Individualiser des parcours n'a jamais produit de bonnes analyses sur le caractère systémique des inégalités dont est percluse l'école française. Les récits d'ascension sociale joyeux ne sauraient faire office de théorie. Oui, c'est pas parce que ça marche pour certains que c'est un bon système pour tout le monde. Avec un bac L, tu peux rouler des clopes. Moi, je roule super bien mes clopes et c'est vrai que j'ai appris en L. Hein. J'ai appris en L. De son côté, Jules Naudet, sociologue et auteur d'Entrée dans les élites, parcours de réussite en France, aux États-Unis et en Inde, n'est pas surpris que ce gouvernement s'inscrive dans ce courant méritocratique. Merci, Sar Zand, gauche. Le terrain idéologique du président de la République y est propice. C'est ce que je disais sur le truc libéral, quoi. Il y a une stigmatisation de la paresse des pauvres qui s'articule avec l'idée de compétition interindividuelle, qui s'articule avec l'idée de compétition interindividuelle, avec cette idée que les statuts sociaux devraient être indexés aux mérites respectifs des uns et des autres, avec ce flou du mérite, est-il acquis ou hérité ? Car là se trouve la grande ambiguïté de la notion de mérite. Il y a un entremêlement entre l'inné et l'acquis. On met au compte de l'effort labeur ou au contraire paresse, ce qui est le produit de la transmission intrafamiliale. Ce n'est pas une rupture, poursuit Jules Naudet. On réinvente cette politique de l'alibi. On en fait réussir... alibi, hein, pas la Libye. On réinvente cette politique de l'alibi. On en fait réussir quelques-uns pour mieux réussir à maintenir l'ordre social. Reste au bout du compte qu'on va stigmatiser le manque de motivation des plus pauvres. On se donne des moyens assez forts financièrement avec 200 000 places dans les cordées qui arriveront à produire des alibis issus des milieux populaires racisés qui vont intégrer les classes supérieures et ils seront mis en avant pour dire qu'ils sont arrivés. Voilà. Comme ce que vous avez entendu tout à l'heure avec Elisabeth Moreno. C'est ça, Elisabeth Moreno.
Comme dans un télécrochet, le président de la République est donc persuadé qu'il faut tout miser sur les élèves qui ont du potentiel, les extraire de leur milieu social et investir sur eux, afin qu'ils fassent des études supérieures prestigieuses si possible. Pour Jules Naudet, il est impossible de ne pas relever la contradiction fondamentale de ceux qui mettent en avant le mérite. Les classes supérieures vantent le quand on veut, on peut, alors que dans les faits, elles agissent selon des principes qui sapent l'égalité des chances. Oui, parce qu'il est très rare que les enfants de ceux qui sont déjà parvenus, hein, ou qui étaient déjà parvenus quelques générations avant, il est assez rare que ces enfants-là se cassent vraiment la gueule. Moi, j'aimerais bien l'inverse, tu vois. Moi, je suis pour une méritocratie où tous les enfants de bourgeois nuls en chient à fond. Voilà, une méritocratie à l'envers. Merci Jean Sobre. Après tout, si on veut vraiment être très méritocrate, un enfant de prolo qui en chie, qui arrive pas, t'as envie de lui donner des excuses, quoi. Si vraiment on fait le mérite, t'as envie de lui donner des excuses, tu dis c'est pas de sa faute, quoi. Putain, il est pas, c'était pas bien barré pour lui. Un enfant de bourgeois qui se plante, mais nique ta mère, on le punit encore plus. T'avais tout, on t'a choyé, t'as fait les plus belles vacances, on t'a emmené au musée, je sais pas quoi, tes parents ils ont une bibliothèque de malades, et t'es même pas foutu d'avoir plus de 11 sur 20. Allez hop, je te mets -3, et tu vas aller en filière pro, voilà, ça dégage. Voilà, moi je suis pour ce genre de méritocratie. Je vous propose, hein, après vous... Il y a les bourgeois qui flippent dans le chat. Oh là là, non, attends, c'est abusé ça quand même. Mais ça reste des enfants. Non, c'est la méritocratie. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Hein? Vous voulez la méritocratie? Moi je vais vous la faire, la méritocratie. Non mais c'est vrai. Non, en vrai je pense pas ça. Mais si on veut vraiment faire la méritocratie, il faudrait faire ça aussi. Pour Jules Naudet, donc la contradiction fondamentale. Donc les classes supérieures vantent le quand on veut, on peut, alors que dans les faits, elles agissent selon des principes qui sapent l'égalité des chances. Elles font en sorte que leurs enfants aient plus de chances que les enfants des classes populaires ou des groupes racisés, en leur transmettant la culture légitime, en les mettant dans les meilleures écoles, etc. Comment continuer de clamer haut et fort, comme le font Macron et les autres, que chacun est responsable de son propre destin social? Ils défendent leurs privilèges. Voilà, ça me paraît clair, ça, au moins. Le chercheur Patrick Rayou, et en même temps on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir, on peut pas en vouloir à qui que ce soit de vouloir le meilleur pour son enfant. Donc ils jouent un maximum de cartes, le problème c'est qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de trucs à jouer pour que leurs enfants s'en sortent mieux que les autres. Ils savent que leurs enfants vont s'en sortir mieux que les autres, mais ils ont une petite mauvaise conscience. Et ils se disent, bon, faudrait quand même faire un petit peu de méritocratie pour les autres. D'accord. Donc le chercheur Patrick Rayou, dans un chapitre de son ouvrage Aux frontières de l'école, explique que depuis 2005, les politiques d'éducation prioritaire sont ainsi davantage tournées vers les individus, dont elles visent à développer la potentialité, plutôt que vers la réhabilitation de territoires éducatifs demeurés en marge du système. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt, sur le côté, à ce moment-là, filer plus de pognon au collège et au lycée de Seine-Saint-Denis. Voilà. Plutôt que de sortir les élèves de Seine-Saint-Denis pour aller les mettre un peu plus loin dans des trucs d'excellence à la con. À leur création, les internats d'excellence ont vocation à accueillir les élèves issus des établissements des zones d'éducation prioritaire et des quartiers de la politique de la ville, qui ne disposent pas des conditions matérielles favorables leur permettant d'exprimer tout leur potentiel, ainsi que nous l'apprennent les textes officiels présidant à leur création. C'est marrant parce que les textes officiels postulent ça. Hein. Les textes officiels postulent ça, ils disent... Dans les zones d'éducation prioritaire et les quartiers politiques de la ville, il y en a qui ne disposent pas de conditions matérielles favorables leur permettant d'exprimer tout leur potentiel, c'est-à-dire en gros, notre système d'éducation a failli là-dedans et est toujours branlant. Mais on fait rien. On fait rien, c'est comme ça, on va en prendre quelques-uns, on va les extraire, et de toute façon nos enfants n'iront pas là-bas, donc bon... Une manière d'acter que le cadre classique ne suffit plus aux élèves et qu'il faut établir des hiérarchies entre eux. Or, il ne suffit pas d'une aide en dehors de la classe pour résoudre les difficultés des élèves. Les pensionnaires interrogés par Patrick Rayou sont heureux d'accéder à des lieux culturels et à de nouveaux horizons. Mais cela dépend largement de l'offre locale. Et surtout, quelle efficacité ? Un directeur de l'internat de Lully s'interroge sur la nécessité d'emmener ses élèves en sortie. On a eu tendance, je crois, à plaquer un peu la culture sur ces jeunes en disant on va les emmener à l'opéra, comme ça ils auront vu Carmen et puis ils sauront. Non, c'est pas comme ça, la culture ça marche pas comme ça. D'abord, faut pas qu'on se trompe de culture parce que la culture d'élite c'est bien, faut aussi la posséder. Mais il y a aussi une culture populaire, il y a aussi une culture un peu, je dirais, qui est situationnelle.
Je sais pas ce que c'est la culture situationnelle. Sans compter que des chercheurs l'ont démontré. Mais il y avait ça, hein. Il y avait ça, j'avais mis dans l'épisode sur la culture, justement, la culture au temps du Covid, là, vous savez, le fromage, le jambon, les choses très concrètes, en fin d'année dernière. On voyait très clairement Macron qui s'adressait donc sous coke, c'était ça, tout le monde avait retenu ça, quoi. Il remontait ses manches, il était comme ça, il était comme un fou, il se touchait le visage et tout. Et il était là en mode... si on arrive cet été avec des trucs apprenants et culturels, là, c'est de là que vient le nom de ce stream, si on a le tigre, enfourcher le tigre, si on arrive à faire ça cet été, à emmener des enfants à l'opéra, mais ça va changer leur vie. C'est-à-dire, elle était vraiment persuadée que emmener les enfants un stage découverte une semaine au cours Florent l'été va bouleverser leur vie. Ils vont rencontrer la culture et là, paf. En fait, c'était juste ça qui leur manquait. C'est pour ça que je citais Franck Lepage derrière, qui explique très bien pourquoi c'est absurde de penser que ce genre de rencontre un peu éphémère peut bouleverser des parcours de vie et surtout avoir des répercussions après sur leur performance scolaire. Sans compter que des chercheurs l'ont démontré, l'autocensure n'est pas le seul facteur à gommer pour que les plus défavorisés accèdent aux filières les plus prestigieuses. Par ailleurs, oui, parce que ça, ils commencent à l'admettre qu'il y a cette idée d'autocensure. Mais c'est génial, parce que, alors ça, ils peuvent l'admettre, parce qu'ils disent, faut arrêter, c'est encore une manière de remettre ça sur la responsabilité des acteurs, dire, on va faire en sorte que les pauvres arrêtent de s'autocensurer. Parce qu'en fait, c'est presque eux qui s'autocensurent exprès, quoi. Ils veulent pas, ils s'autocensurent, ces cons-là. Donc on va essayer de les désautocensurer. C'est pas que de l'autocensure. L'autocensure, elle vient parce qu'il y a eu des mécanismes de violence avant. De violence symbolique. Et que c'est parce qu'il y a eu les épisodes de violence symbolique vécus avant, qu'ensuite, les acteurs ont cherché à éviter ces épisodes de violence symbolique. Et donc éviter je sais pas, d'aller en concert de jazz. Parce que quand ils y sont allés, ils ont vu que des péteux qui les ont pris de haut. Parce qu'ils ont confondu, comme dans le chat tout à l'heure, un trombone avec un tuba. Donc c'est peut-être plus pour l'orchestre symphonique, je sais pas. Mais bref, c'est parce qu'il y a eu ces violences-là. Mais comment tu supprimes les violences symboliques ? C'est compliqué, tu peux pas faire une loi qui supprime les violences symboliques. Mais alors c'est génial de leur dire, du coup vous vous autocensurez, faut arrêter de vous autocensurer, ça va bien se passer. Non, s'ils s'autocensurent, c'est que ça se passait pas bien. Par ailleurs, il y a une disparité d'implantation des cordées qui existe de manière inégale à travers le territoire, explique encore Alice Pavy. Il faut par exemple que le lycée labellisé soit proche géographiquement d'un établissement de l'enseignement supérieur afin que l'étudiant tuteur puisse voir à intervalles réguliers son pupille. Reste aussi la question de l'implication des enseignants, parfois bénévoles, pour assurer le suivi des partenariats. Quels sont les moyens déployés ? Les grandes écoles ont impulsé les cordées et ces dispositifs signent aussi l'expansion d'une logique partenariale au sein de l'éducation nationale. On externalise de plus en plus des pratiques pédagogiques au privé selon une logique d'offre et de demande. Très bien, très bien. Je vais vous lire un petit peu là sur les cordées. Oui, les tubas c'est pour nager. En seconde, on est allé à l'opéra avec ma classe. Les gens nous ont regardés comme si on était des animaux. Ouais, voilà. Ouais. Les enseignants qui suivent les cordées sont quand même des gros jaunes. J'ai pas compris la blague. Il doit y avoir une blague, mais j'ai pas compris. C'est un peu la charité de l'éducation. C'est ça, on en prend ceux qu'on a décidé d'ailleurs, ceux que la bourgeoisie a décidé de trier. Ma plus grande fierté, c'est de réutiliser les expressions macronistes pour dévaluer mon patron macroniste. C'est un peu hors sujet, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Quand je dis nous les premiers de cordée, je parle des travailleurs qui bossent. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est utile ce genre de culture, genre l'opéra et tout ? Bah oui. Ah bah oui, pour prout-prout dîner en ville, je peux te dire qu'à l'expo de street art, j'aurais été mieux avec une petite culture opéra. Arrête d'insulter les filières pro. J'insulte pas les filières pro, je regarde le rôle qu'elles ont. Moi, mon frère, il a un bac pro. Je regarde le rôle qu'elles ont après dans l'orientation. Je vois aussi qui on envoie là-bas, quoi. J'insulte pas les filières pro. La génération trap, tu crois, elle vient d'où ? Ça aide à choper un stage, l'opéra. C'est pas la question de l'utilité. Non, c'est pas la question de l'utilité. Oui, mon frère le banquier. Mon frère est un bac pro et The News, j'ai un ami noir. Mais non, mais putain, mais vous êtes cons. Ah, vous me faites chier. Je vous emmerde, voilà.
Du haut de mon baquel. Voilà, c'est ça. Je suis pas raciste, j'adore les kebabs. Non mais j'avoue, mon frère a un bac pro, c'était pas ouf, mais c'était pour expliquer que je sais ce que c'est qu'un bac pro. Je sais aussi les difficultés après quand tu veux aller à la fac avec un bac pro. Difficultés d'ailleurs qui se sont intensifiées, j'imagine, avec Parcoursup. J'ai un bac pro, j'ai réussi mes études. Et tu me prends de haut parce que t'as réussi tes études? Tout ça parce que moi j'ai pas réussi à aller plus loin que le bac? Je trouve que tu fais un peu du mépris. Voilà, on peut faire chacun son tour. Donc la culture classique n'a qu'une utilité symbolique. Bah en tout cas, c'est... Oui, ça a une utilité. En fait, non, la culture classique, elle a une utilité dans le tri au parcours scolaire, ça c'est certain. Hein. Ça c'est, vous émaillez de vos dissertations de références un petit peu culturelles, un petit peu classiques, vous aurez des meilleures notes, ça c'est certain. Donc non, elle a une utilité, puis ensuite elle a une utilité en tant que... pour vous forger un ethos bourgeois, quoi, pour vous forger... ça fait bien, quoi, ça fait bien, et du coup vous serez plus accepté dans des milieux dans lesquels vous auriez pas été accepté sans ce bagage-là. Non mais on peut parler des heures d'éducation, mais c'est pour ça que c'est bien qu'on se lance là-dedans, on y va. On n'a pas envie d'être des bourgeois aussi. Mais c'est de l'autocensure ça, on n'a pas envie d'être des bourgeois. C'est de l'autocensure, il veut dire à Macron. En soi, la culture classique inspire la culture populaire. Oui, mais bon, la seule vertu de la culture classique, c'est pas de créer de la culture populaire. En tout cas, la culture classique est un facteur de distinction. Et ne pas en avoir peut être un facteur d'exclusion, de discrimination, etc. Dans plein d'endroits. Jacques Chirac, 6-9 Latric, merci pour ton 2e mois d'abonnement. C'était Sardou, il avait fait une chanson sur le bac G. C'est quoi le bac G? Parce que ça, c'est les vieilles dénominations. François Bégodeau a une bonne définition de la bourgeoisie. Bah lui, il la connaît de près, oui. Ancien STMG, d'accord. 300, c'est de la culture classique ou populaire? Oui, bah là, plutôt populaire, ouais. Bon, on finit l'article, on a bientôt fini, puis si vous voulez, après on développe. Je vous lis un petit peu. On externalise, ouais, on était sur l'aspect en plus, les grandes écoles, les partenariats avec le privé, etc. La chercheuse doute toutefois que cela transforme en profondeur les pratiques éducatives et l'institution scolaire, quand bien même il y aura une montée en puissance de ces dispositifs, car l'individu est mis au centre de la réflexion sur les inégalités éducatives, mais rien n'est pensé en termes de structure et d'inégalités structurelles. On en revient toujours à ça, hein, l'opposition entre Macron ne pense qu'en termes d'individus, et puis Blanquer aussi, c'est-à-dire toujours chercher les talents, permettre l'excellence à ceux qui ont les talents, voilà. Ce phénomène d'individualisation des parcours s'inscrit dans le cadre de ce 3e âge des politiques d'éducation prioritaire qui date du début des années 2000 et incarne un tournant néolibéral en matière de politique éducative. Le premier âge portait une logique de compensation, le 2e de lutte contre l'exclusion et le 3e une individualisation et maximisation des chances de réussite de chacun, comme l'a théorisé le spécialiste de l'éducation prioritaire Jean-Yves Rochex. Ça m'intéresserait de connaître le premier âge et le 2e âge, là, moi je connais pas. Le sociologue Jules Naudet souligne que tenir un tel discours en période de crise est incohérent. Il explique « La mobilité sociale est admise par la croissance. On voit que la mobilité sociale existe dans ces moments-là. Les rejetons des classes supérieures ne suffisent pas à remplir les postes prestigieux, alors il faut aller chercher les fils en bas pour compléter. En période de crise, ce phénomène est interrompu. La croissance est le moteur de la mobilité sociale et la mobilité sociale est le but ultime de l'idée de méritocratie. » Il est aussi, ça on le racontait quand on parlait, dans l'épisode sur les jeunes de Mes chers contemporains, je parlais de ça. Quand tu parles des 30 glorieuses et que t'as des boomers qui te disent « Eh ben moi j'avais rien puis j'ai réussi », bah oui c'est normal, c'était les 30 glorieuses. Il y avait à la fois grosse croissance et puis en plus un déficit de bras, etc. Il y avait plus de postes à remplir et de choses à faire qu'il y avait de gens. Donc dans ces cas-là, bah, tu prends des gens sous-qualifiés puis tu les fais monter en interne, en compétences et en poste et en salaire. Et donc du coup, oui, ça existe dans ces moments-là, la promotion interne. Mais le problème, c'est que la croissance infinie, c'est pas possible. Donc dès qu'au bout d'un moment, la croissance, elle est kéblo, les mecs, ils tiennent à leur place, ils font plus monter personne, parce que les places, elles sont limitées.
La concurrence là-haut, elle devient de plus en plus féroce, y compris entre eux, hein, ils se bouffent entre eux, les enfants de bourgeois, il n'y a pas de souci pour les postes, pour les places. Donc ils n'ont pas envie qu'en plus, il y ait des Fatima et des Mouloud qui viennent en plus réclamer des places et tout. Non, pas nous faire chier non plus. Merci Jacques Chirac 69 Latric. Salaud. Qui a offert des abonnements à des gens apparemment. Sous-qualification à l'embauche, surqualification à l'emploi, bah ça marche, hein. Ça marche, mais c'est une conjoncture historique particulière. Et là, on n'est pas dans celle-là. Là, on n'est pas du tout dans celle-là. La théorie de l'excès de culture dans la conférence gesticulée de Lepage est superbe, tu nous la stream. Mais je sais pas si on peut parler d'excès de culture. Non, on peut parler de surqualification. Oui, alors excès de culture, je sais pas. Surqualifié, on est surqualifié, voilà. Avant, avec le bac, t'arrivais, tu pouvais avoir un poste plutôt cool. Aujourd'hui, avec bac plus 5, tu peux galérer. Et voilà. Et tu te retrouves avec des gens qui ont bac plus 5 et qui sont dans des postes qui sont pas pour des bac plus 5, quoi. Il est donc le sociologue, oui, la mobilité sociale est admise par la croissance. Il est aussi illusoire de croire que le gouvernement va choisir. Vous savez aussi ce qui marche bien, une bonne guerre. Hein. Une bonne guerre, t'envoies les mecs crever à la guerre, les mecs et les meufs, hein, d'ailleurs. Maintenant, y a pas de souci. T'envoies tout le monde crever à la guerre, puis derrière, c'est génial, faut reconstruire. Et en plus, il manque du monde. Ah bah là, dans ces cas-là, on va faire des promotions. Hein. Merci Plastique tout nu. Seulement là, bon, on va pas faire une bonne guerre, mais le Covid, s'il fait surtout crever des vieux, c'est pas ouf. Et puis surtout là, la crise économique, la spirale récessionniste, tout ça, on n'est pas parti pour une belle période à reconstruire des trucs. Tu vois. Allez, on fait une guerre, on choisit un pays au pif. Mais non, on a nos habitudes en guerre. Putain, les Allemands, ils sont juste à côté, on a l'habitude, c'est pas loin. Les Allemands, quoi. Bref. Il est aussi illusoire de croire que le gouvernement va choisir d'investir au sens large dans l'éducation. Pourtant, les recettes qui ont fait leurs preuves sont hélas simples. Pour aider les élèves des milieux défavorisés, il faudrait mieux doter en enseignants titulaires les établissements labellisés éducation prioritaire, réduire le nombre d'élèves par classe et accorder à l'université des moyens. Cela coûterait plus cher que de cibler quelques enfants, indique Annabelle Lalouche, mais cette politique bénéficierait à tous sans cette distinction factice au mérite. Alors pourquoi ils le font pas ? Vous comprenez aussi pourquoi ils le font pas ? Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il y a là-haut, en effet, ça se bastonne déjà entre eux, on va pas faire monter encore le niveau général d'éducation. C'est très bien qu'il y en ait qui échouent. Au moins, ils connaissent leur place. Et c'est ce dont parle Bourdieu. L'école, elle a aussi pour but de te montrer ta place, de faire des tris et de te montrer quelle va être ta place dans la société. Donc là, actuellement, il y a besoin de gens à des postes sous-qualifiés, enfin à des postes pas valorisants, pas valorisés, avec des petits salaires. Ça arrange bien tout le monde qui ait tous ces postes avec des petits salaires dans les métiers de service, dans les entrepôts Amazon, etc. Donc pourquoi on ferait monter le niveau général d'éducation ? Et en plus, ça coûte cher et ça sert à rien. Du point de vue strict capitaliste néolibéral, ça sert à rien. Pourquoi le faire ? Ça ne sert à rien. Ils mènent leur lutte de classe, c'est ça. Puis ça fait plus de place pour leurs enfants, qui vont pas se faire emmerder, comme je disais, avec par Mouloud, Fatima, ou les autres, quoi. Les métiers invisibles, ouais, bah, qui sont déjà nettement moins invisibles quand c'est la crise du Covid et qu'on regarde qui c'est qui bosse vraiment pour qui a bouffé dans les supermarchés. Hein. Là, ils sont déjà un peu moins invisibles. Même s'ils le faisaient, les produits seraient plus chers. Bah, pas s'ils continuent à maintenir les bas salaires. Tu peux maintenir les bas salaires, continuer à... Puis c'est du pognon, quoi. C'est ce qui se passe en ce moment, on maintient les bas salaires, et même s'il y a tout de même plus d'étudiants à la fac chaque année, hein, ça continue quand même de monter doucement le niveau scolaire. Ça monte très doucement, mais ça monte quand même un peu. Le problème, c'est que ça répond pas à des besoins du marché. Le marché n'a pas besoin d'autant de diplômés. Alors on va te dire, il y a tout un discours pour dire oui, alors le marché du travail, il n'a pas besoin d'autant d'historiens, de sociologues, je sais pas quoi. Ça, c'est le prendre par le petit bout de la lorgnette, mais il a tout simplement pas besoin d'autant de bac plus 5. Et alors, on peut dire quoi ? On peut dire, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'autant de bac plus 5. C'est vrai. Donc à ce moment-là, bon. Et puis on peut se dire l'inverse, putain, on a plein de bac plus 5, c'est génial, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les emploie mieux ?
Manifestement, le marché du travail capitaliste ne veut pas les employer parce qu'il n'en a pas besoin de plus, mais une force publique, une démocratie qui prend le temps d'interroger ses rapports de production, etc. Et ces productions se dit, c'est génial, c'est une force, c'est un vivier extraordinaire tout ça. Comment on les emploie correctement ? Regardez, ils préfèrent, plutôt que de payer bien les profs, ils préfèrent prendre des mecs qui n'ont même pas des mecs et des meufs, qu'on forme à peine, qu'on balance sur le terrain et tout, avec des contrats de contractuels justement, plutôt que de donner un salaire clair de fonctionnaire à quelqu'un qui a fait les études longues, etc. D'ailleurs, quand tu as fait des études longues, est-ce que tu as vraiment envie d'un salaire de prof débutant dans l'académie de Créteil ? C'est compliqué. C'est compliqué. Nique le marché du travail capitaliste. Oui, ou le marché du travail tout simplement. Comment tu penses qu'on pourrait utiliser mieux les diplômés ? Écoute, il y a des problèmes dans ce pays. Notamment des problèmes, tiens par exemple, on peut déjà en utiliser une bonne partie pour renforcer l'éducation nationale. Ouais, vous savez pas quoi faire de tous ces diplômés d'histoire géo. Allez, plus de profs d'histoire géo. C'est très bien, plus de profs d'histoire géo. On peut les utiliser à plein de choses, ces gens qui ont un diplôme d'histoire géo, enfin d'ailleurs d'histoire ou de géo. On peut les utiliser à plein de choses, ils peuvent écrire, ils peuvent... c'était quoi, pendant le New Deal ? Il y avait plein d'artistes, là, Roosevelt, il leur a dit, très bien, commande publique. Faut investir dans la culture aussi. Faut permettre aussi au pays de rayonner, pourquoi pas. Donc Roosevelt, il a filé du pognon, directement, à des artistes, en disant, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre salaire, là, qui va tomber, tous les mois. Il prend un photographe, il prend des photographes, et qu'est-ce qu'ils font les photographes une fois qu'ils sont payés ? Ils vont faire des photos. Et ils ont fait des photos de l'Amérique des années post-Grande Dépression, de la relance, machin. Aujourd'hui, c'est une source considérable de richesse documentaire pour étudier ces années-là. Alors, d'autres diraient, oui, mais ça, c'est inutile pour le marché du travail. Oui, mais est-ce que ça nous élève en tant qu'humains ? Peut-être, d'avoir plus d'artistes, plus de profs, plus de penseurs, plus de gens qui ont le temps de réfléchir, qui réfléchissent, qui essaient d'entraîner les autres à réfléchir. On fonde des médias, je sais pas, avec ces gens qui ont des diplômes de lettres, etc. Parce que bon, les gens qui ont des diplômes de sciences, on voit assez vite à quoi on va pouvoir les employer, alors même qu'on a besoin de faire la transition écologique ou le virage écologique, comme on dit maintenant, parce qu'il paraît que transition, c'est pas terrible. Faire le virage écologique, on voit à peu près à quoi on pourrait embaucher les scientifiques. C'est pas comme si on débordait de... Enfin, vous voyez, il y a du boulot, quoi. Il y a des trucs à faire. C'est juste qu'il y a des trucs que le marché n'a pas décidé de faire. Ça veut pas dire qu'on ferait rien avec... Vous savez, là, on peut remonter au XVIIIe siècle et dire, mais à quoi ça sert d'apprendre aux pauvres à lire ? Franchement, on n'a pas besoin de ça. Ils sont dans les champs, ils sont très bien dans les champs, ils n'ont pas besoin de lire. Bon, on est un peu pareil aujourd'hui. À quoi ça sert que tous les pauvres fassent des études supérieures ? À quoi ça va leur servir ? C'est un petit peu ça, quoi. La révolution écologique. Par contre, il nous faudrait plus de paysans aussi. Oui, mais ça dérange pas des gens avec des hauts diplômes de quitter les grandes boîtes pour aller devenir paysans là, à côté de Lyon, dans la Drôme. Il y a des gens qui trouvent des joies tout à fait pleines, entières et sincères dans le maraîchage. Hein. Ça existe. C'est pas parce que t'as bac plus 5 qu'après tu veux plus mettre les mains dans la terre. Seulement, t'es un paysan à bac plus 5. Ça peut être bien d'avoir des paysans à bac plus 5. Parce qu'ils vont faire vivre autrement la vie culturelle de leur bled, ou je sais pas quoi. Salaud ! Bonjour seigneur de... Oh là là, le chat va trop vite, je suis à ça de dire on va passer en mode très lent là, parce que je peux pas tous vous lire, et... attends, comment je passe en mode très lent, parce que là ça défile, vous êtes plus nombreux qu'avant, donc... Est-ce que je peux faire ça ? Afficher les actions de modération. Est-ce que ça serait choquant ? Bah ouais, mais bon, ça défile, je peux lire personne. C'est ça, c'est difficile de suivre. Comment on passe en mode Mode très lent. Non, je peux mettre très lent, c'est fait. Ah bon, c'est fait ? Mode sub only, ouais. Non, bah non, pas encore, mais... Ça y est, c'est en très lent, là.
Ça existe un mode très lent. On est passé à 60 secondes, d'accord, ok. Ça va quand même déjà vite. Hein. Il y a plein de diplômés en éco-village, voilà, oui. Go Emotonly. Pourquoi Emotonly? Mais non, pas Emotonly. Bah non, faut que faut que je puisse lire vos arguments, vos raisonnements. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le problème d'avoir appris aux paysans à lire au 18e, c'est qu'après, le chat va trop vite. Voilà, tu vois, c'est ça que j'ai envie de lire. C'est ça que j'ai envie de lire dans le chat. Ce mec de droite qui veut censurer la parole. Bah non, je veux de la parole qualitative. Je veux que vous cassiez un peu le cul aussi. Donnez vos arguments en émote. Voilà, il y en a qui écrivent pour rien dire. Bonsoir Nausicaa, tiens, je peux même saluer les gens si ça va lentement. Faudrait surtout réinventer des métiers plus sociaux et moins mécanisés. Ouais. On est au mode très lent, ça ressemble à ça le cerveau de Pascal Pro. En informatique, l'excès de bac+5 fait que c'est très compliqué de trouver un poste pour quelqu'un qui a un diplôme inférieur. Bah oui, en plus, oui. Bah oui, parce que les bac+5 vont prendre le boulot de ceux d'en dessous. Mais tu penses pas que les bac... Mais le problème, c'est... Tu vois, on en revient à l'emploi. On en revient au fait que les capitalistes, en fait, pour le même prix, ils vont avoir un bac+5. Donc pourquoi ils se feraient chier à employer un bac+2 ou un bac+3 ? On en revient au marché du travail capitaliste. Lui, il a une tâche à remplir. Il se dit, pour le même prix, en fait, j'ai un mec qui a galéré un peu plus ses études, donc je vais prendre lui. Je suis pour l'approche de Bernard Friot. Le salaire doit être attaché à la qualification, pas au travail rendu. Il y a quand même une notion de travail, y compris rendu, hein, chez Friot. En tant que compositeur, je suis grave pour les revenus publics. Ah putain, ça va encore vite, hein, mais oh, je voulais lire Le Compositeur, Aurelio Sor. En tant que compositeur, je suis grave pour les revenus publics pour les créatifs. Il n'y a pas mieux pour tuer la muse qu'avoir à courir après du fric. Malheureusement, le mythe de les artistes c'est bohème et ça souffre, ça a la vie dure et ça justifie totalement de ne pas nous payer. C'est vrai aussi pour les chercheurs, hein, vous imaginez bien. Tiens, par exemple, est-ce qu'on a trop de chercheurs? À ce moment-là, disons-le, il y a trop de chercheurs. Et là, on peut même prendre... voilà, moi je sais quoi en faire, voilà, de tout l'excès de surdiplômés, que ce soit dans les sciences humaines ou les sciences dites dures. On en fait des chercheurs. Et on les laisse chercher ce qu'ils veulent. Voilà. L'école... et là, c'est la Renaissance, hein. On fait ça, c'est la Renaissance, les gars. On avance de ouf. Mode lent, les gens écrivent des pavés, ça défile tout aussi. Mais ils faisaient déjà des pavés avant. Peux-tu rappeler les propositions de Piketty pour l'héritage à 18 ans et qu'on sort? Oui, alors le Piketty, hier j'avais parlé de Julien Drey. Julien Drey qui voulait qu'il y ait un héritage pour tous à 50 000 € à 18 ans. Alors nous c'est dead, hein, on n'aura rien. C'est pour les gamins qui vont arriver après. Où on prend le pognon sur... Ah putain c'est vrai, Bourdin Malin, faut faire le Bourdin Malin. Mais oui. On prend le pognon sur... Ah tiens. Là, j'ai vraiment un texto cette fois. On prend le pognon sur les GAFAM, c'est ça qu'il disait Julien Drey hier. Piketty, il est pour un truc à 200 000 €, je crois. Voilà.